Bonjour et bienvenue sur le plateau de Mobility TV pour aujourd'hui une émission consacrée à la stratégie de Toyota, donc le constructeur numéro 1 mondial, sa stratégie sur l'électrique, parce qu'évidemment le roi de l'hybride, comme tout le monde, est en train de passer à l'électrique, souvent un peu critiqué pour son retard. On verra d'ailleurs avec nos experts si c'est le cas. Et puis on va notamment parler de cette annonce de futures technologies de batterie faite par Toyota, donc en résumé, charge en 10 minutes et autonomie qui pourrait aller jusqu'à 1500 km. Donc on va en parler avec nos trois experts. Je vous présente Eric Espérance, bonjour. Bonjour. Du cabinet Roland Berger, spécialiste notamment des batteries. Donc on sera content de vous entendre sur cette annonce de Toyota il y a quelques semaines, un petit peu avant l'été. À vos côtés, Jordan Dibi, bonjour. Bonjour. Du cabinet SIA Partners. Merci beaucoup à vous d'être là. Et puis Guillaume Kerbrat, merci à vous également d'être là, TNP Consultant. On va aussi donc avec vous parler des stratégies, notamment des concurrents aussi, parce que voilà, Toyota numéro 1. Peut-être d'abord, avant de parler batterie, d'ailleurs, Eric Espérance, et je vais faire un petit tour de table. Toyota numéro 1, ça va le rester encore quelques années, il n'y a pas de raison, ou ils ont plutôt intérêt à accélérer sur l'électrique pour garder ce leadership? Oui, enfin, ils ont intérêt à accélérer sur l'électrique, c'est indéniable. Après, Toyota, c'est une société extrêmement robuste, c'est-à-dire en fait, quand ils mettent une voiture sur le marché, elle est extrêmement fiable. C'est quand même après Tesla, alors qu'il y a un cas un peu particulier, la première capitalisation boursière. Oui. Et ils sont pas numéro 1 pour rien. Ensuite, il faut qu'ils fassent attention parce que Hyundai Kia est vraiment, très très agressif. Ouais. Et puis, j'espère que notre Stellantis national, va réussir à grimper à la 3e place et concurrencer Toyota. Pourquoi pas les titiller, Jordan Dibi, sur cet enjeu de leadership? Tout à fait, comme vous l'avez précisé, Toyota s'est pas mal reposé sur les technologies à motorisation plutôt hybride. Et aujourd'hui, ils ont un réel besoin de s'aligner avec les évolutions du marché qui partent bien évidemment sur les véhicules électriques. Et d'ailleurs, pour rattraper ce retard, ils ont quand même aussi fait, au-delà des annonces de batteries avec des performances assez intéressantes, on va surtout voir une gamme de véhicules électriques à leur niveau qui va apparaître, qui est annoncée pour une dizaine de véhicules d'ici 2026, il me semble. Ouais, une vraie accélération. Même question pour vous, Guillaume Kerbrat, cet enjeu de leadership. Toyota, c'est le seul qui ne subit pas la malédiction du leader, en fait, aujourd'hui. Ouais. Que ce soit Volkswagen, que ce soit Renault. Donc, on les sent imperturbables. Le cours de bourse augmente de façon assez systématique. Par contre, effectivement, quand même, si on regarde 2035 en Europe, l'interdiction du thermique, aujourd'hui, force est de constater qu'ils n'ont pas les propositions. D'où les annonces, mais qui se positionnent plutôt dans un moyen terme. Oui, c'est ça. Justement, parlons-en avec vous, Eric Espérance, de cette batterie qu'on pourrait qualifier de magique, entre guillemets, parce que c'est vrai que se dire que 1200, voire 1500 km d'autonomie, ça paraît un peu lointain. Qu'est-ce qu'on peut en dire? Donc, batterie à semi-conducteur, peut-être semi-solide, vous voulez dire? Voilà, semi-solide. Qu'est-ce que ça changerait? On est sur forcément quelque chose de plus dense, de plus petit. Qu'est-ce qui a été annoncé à ce stade qui permet de se dire, bon là, ils tiennent forcément quelque chose de révolutionnaire? Alors, la batterie solide, en fait, en soi, elle n'est pas révolutionnaire. Ce qu'il y a de révolutionnaire, peut-être, c'est surtout la façon de la fabriquer. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on regarde dans le monde, il y a quand même 50 sociétés qui fabriquent des batteries solides. Voilà. Donc, après, ce qu'il y a d'important, en fait, dans cette annonce, c'est que Toyota, qui est plutôt connu pour être un constructeur plutôt conservateur, c'est-à-dire qu'il ne met pas une technologie sans l'avoir testée longuement, et souvent, il n'est pas le premier, ou en tout cas, il ne veut pas être le premier. Le fait qu'ils annoncent ça veut dire que ça commence à être vraiment sérieux. Oui, c'est ça. Donc, il y a deux choses qui... C'est historique de crédibilité qui fait qu'on se dit, c'est pas juste un chiffre en l'air. Voilà, quand Toyota s'y met et qui vous dit qu'en fait, ils vont sortir leur première voiture en 27 ou en 28, c'est du solide. Aujourd'hui, effectivement, il y a eu des effets d'annonce. Ford a annoncé dans un premier temps qu'il allait sortir en fait, la voiture en 23, puis ensuite en 25. Maintenant, on commence à parler de 28. Il y a
NIO, qui a fait un coup d'éclat en sortant sa voiture, une batterie solid state, 150 kWh. Il y a beaucoup d'effets d'annonce, mais là, le fait que ce soit Toyota qui l'annonce, c'est très sérieux. Et en fait, Toyota, ce qu'il annonce, c'est pas une nouvelle génération de batterie, c'est le fait qu'il a réussi à craquer le secret de comment le faire de façon reproductible, de comment le faire en fait de façon économique. Ouais. C'est surtout ça le problème. En fait, faire des sollicités de batterie, tout le monde arrive à les faire. Le problème, c'est que c'est pas économique, elles ne durent pas. On a des problèmes de cyclage, etc. Là, ils vous disent, non, cette fois-ci, on sait pallier à tout ça. Ouais. Donc on reviendra tout à l'heure en fait sur les problèmes de sollicités de batterie. Mais c'est ça en fait qui est important, c'est que Toyota le dise et qu'il annonce fermement en 28. Donc on peut se dire qu'il va y avoir des choses qui vont changer. Effectivement, parce qu'au-delà de cette annonce, Jordan Dibis, qui est forcément l'inquiétude du moment ou l'ambition du moment pour chaque constructeur, c'est justement un petit peu cette course à l'autonomie, à la vitesse de charge notamment, pour répondre à toutes les questions des automobilistes, notamment pour le passage électrique, et puis pour se différencier forcément, vu que tout le monde va proposer sa gamme de voitures électriques, c'est vraiment l'enjeu du moment. Tout à fait. En fait, l'enjeu du moment, en tout cas celui qui est médiatisé, c'est effectivement celui de l'autonomie. L'avantage des solutions type batterie solide ou semi-solide, ça va être les performances. C'est-à-dire il va falloir moins de masse pour stocker une quantité d'énergie équivalente. Et donc, ça donne des perspectives pour se dire, dans un volume contraint, je vais pouvoir mettre plus d'énergie, ou bien à l'inverse, à volume réduit, mais à capacité de stockage d'énergie constant, on va du coup alléger la voiture, qui va peut-être aussi avoir des effets de bord sur la capacité à rouler plus loin, vu que la voiture aussi est moins lourde. Donc ces enjeux, ils sont présents. Et puis je pense qu'on reviendra dessus tout à l'heure. Est-ce qu'effectivement, aller jusqu'à des distances 1500 km, alors il me semble que c'était les annonces sur les homologations chinoises, CLTC il me semble. Je crois qu'en équivalent WLTP, c'est 1200 km il me semble. Mais voilà, 1200 km aujourd'hui, il y a quand même une majorité de véhicules, même thermiques, qui n'atteint pas cette autonomie. C'est sûr, parce que c'est vrai que souvent l'automobiliste va se dire, moi je fais 800, 900 thermiques, j'ai envie d'avoir quasiment l'équivalent. Donc effectivement, là ça commence à parler. C'est vraiment ça aussi l'enjeu du moment pour chaque constructeur. On parle de Toyota évidemment, mais Toyota versus Volkswagen, Stellantis, on en a parlé, Renault, en tout cas, cette stratégie de rassurer avec l'autonomie, c'est un peu le nerf de la guerre du moment, même si on sait que c'est pas pour tout de suite qu'on aura ces chiffres spectaculaires. Tesla, évidemment. Ce qui est intéressant, moi, j'aurais tendance à dire qu'aujourd'hui, la technologie lithium, donc liquide, elle est quand même mature. On a quand même des autonomies de 600 km et pour la plupart des gens, on va dire que c'est quand même assez suffisant. Ça charge assez vite, on voit qu'il y a des bornes. Et c'est vrai que se pose la question de 1500 km, aucun intérêt. Par contre, on va en mettre beaucoup moins et on aura 400 km dans une citadine, ce qui rassurera pour le coup. Et puis aujourd'hui, les citadines ont un petit peu de... Comme il n'y a pas la place, on n'a pas l'autonomie. Mais c'est vrai que si on regarde en 2028, c'est long. On voit le NIO a sorti les semi-solides qui ont des autonomies très, très, très importantes. Est-ce que finalement, ce sera vraiment si pertinent que ça de proposer cette technologie? Alors ça sera la suite. Mais les constructeurs qui sont déjà sur la technologie actuelle et qui proposent de l'expérience électrique, quelle avance ils auront dans 5 ans et Toyota arrivera quand même un petit peu derrière. Est-ce que ce retard il peut être rattrapé en étant justement sur une autre technologie? Est-ce qu'ils se sont dit, on prépare l'après-lithium et donc du coup forcément il faut qu'on aille sur quelque chose de révolutionnaire, en tout cas de très très innovant pour faire la différence et pour, encore une fois, rattraper ce retard? On pense notamment au marché européen, où l'hybride n'est pas sûr du tout de pouvoir survivre à 2035 à ce stade. Alors, 2 choses. En fait, l'hybride pour Toyota, c'est un choix très pertinent. Et le fait d'avoir justement une flotte hybride, ça lui permet déjà de tester sa batterie solid state. Oui. C'est-à-dire que l'un des premiers problèmes dans le solid state, c'est faire une petite batterie, c'est facile. Faire une batterie où vous devez empiler des couches, etc., ça devient un peu compliqué. Et donc, en fait, vous avez une hybride, c'est des batteries qui sont à 14 kWh. Ouais.
Et là, vous pouvez la tester, regarder en fait son cycle de vie, qu'est-ce qui va se passer, et ça vous permet d'avoir tout un ensemble d'éléments qui vont vous permettre de construire en fait la bonne batterie. Donc ça, c'est la bonne stratégie. La gamme hybride va permettre ça va permettre indéniablement de nous faire gagner du temps sur en fait, les conditions d'usage des batteries, les charges, décharges, etc. Le premier problème, donc, il est le passage à l'échelle sur ces solidicités de batterie. Le deuxième, en fait, c'est, quoi qu'on en dise, c'est les charges-décharges. Aujourd'hui, on affiche clairement, oui, voilà, 800 cycles, c'est très bien. Sauf qu'en fait, quand on a augmenté la taille de la batterie, on s'aperçoit qu'on n'arrive pas à cycler les 800 charges. Si vous avez une batterie de téléphone et vous faites 800 charges, bien sûr, ça c'est facile. Maintenant, vous prenez une batterie de voiture, vous dites 800 charges, en fait, on n'y arrive pas parce qu'en fait, il y a beaucoup d'endroits où on va avoir des petites craquelures, enfin ces fameuses dendrites qui vont pousser et donc vont endommager la batterie. Donc quand on passe à l'échelle, tous les problèmes deviennent plus compliqués. Ouais. Et ensuite, ce qui est difficile en fait avec une batterie, c'est justement en fait ces charges rapides. Plus vous chargez votre batterie rapidement, plus elle est contrainte. Elle va avoir des effets thermiques, des choses comme ça. Donc là, on dit, oui, on va la charger en 10 minutes. Formidable. Mais quand vous chargez une batterie en 10 minutes, c'est très violent, en fait, pour elle. Donc, en fait, c'est faire la péréquation de tout ça. Et je trouve que de dire, je vais commencer à les tester sur de l'hybride, c'est très bien. Et comme ça, je vous assure qu'en fait, en 28, quand je lâcherai mes voitures, elles marcheront. Est-ce qu'à terme, on peut savoir sur notamment c'est peut-être semi-solide, est-ce qu'on pourra choisir, entre guillemets, sur, là j'ai vraiment besoin d'une charge rapide, et donc ça fonctionnera, et en revanche, je me charge à la maison, et là, l'idée c'est qu'évidemment, ce soit compatible avec tous les besoins. Bien sûr. Voilà, on ne sera pas obligé, entre guillemets, contraint à la charge rapide. C'est ça l'idée, comme vous disiez. Voilà, d'une façon générale, en fait, plus on charge lentement, plus la batterie dure, et mieux c'est pour elle. C'est ça. Donc en fait, moi, je charge ma batterie le soir quand j'arrive chez moi. Je peux vous dire, elle est formidable, ma batterie. Quand je la revendrai, la valeur résiduelle de la voiture, ça, qui est vraiment un sujet, bien sûr. Elle sera formidable. Alors que si vous la chargez sur une station à 150 kW ou même 300 kW, c'est très, très violent, en fait. Ça, donc c'est peut-être, effectivement, quelques fois dans l'année, mais on sent que c'est les besoins auxquels il faut répondre de la part des constructeurs. Peut-être rester un petit peu sur l'hybride, parce que c'est évidemment compliqué de parler de Toyota sans hybride. Forcément, ils vont aussi le garder pour certains marchés qui ne seront pas le marché européen. Oui, c'est ça. C'est vrai qu'aujourd'hui, Toyota, c'est la présence mondiale, sa force. Il est très fort aux États-Unis, très fort en Chine, très fort dans les marchés émergents. Mais si on vient sur l'électrique, on voit quand même qu'en Chine, il a du mal. Bah oui. Et parce que justement, aujourd'hui, la Chine passe en ce moment à l'électrique. Et proposer 2028, c'est quand même laisser du temps à des BYD, tous les locaux. Et proposer la batterie solide. Alors effectivement, sur le papier, c'est très intéressant. Puis tout le monde travaille dessus, c'est la prochaine génération. Mais c'est la problématique aussi du coût. À quel coût vont sortir les voitures avec des batteries solides? Parce que là, on voit qu'aujourd'hui, le marché automobile, il est aussi tiré par les coûts. Est-ce qu'on est capable de fournir une voiture électrique accessible? Et aujourd'hui, on voit que les Chinois ont quand même de l'avance. C'est tout le sujet... en Europe, des bonus qui font la part belle parfois. On est en plein dedans, effectivement. On est en plein dedans. Et donc, la batterie solide, certes, technologiquement très en pointe, est-ce qu'elle répondra aussi aux attentes des consommateurs en termes d'accessibilité? Ça fait aussi partie des questions et des propositions des différents constructeurs. Jordan dit bien un mot aussi sur l'hybride, avec cette logique de... eux, ils sont contraints, Toyota, à garder forcément quand même cette avance sur l'hybride pour certains marchés. Contraint, ça leur va très bien, mais en tout cas, ils ont pas... Même en Europe, avec les réglementations à horizon 2035, ils ont encore quand même un petit peu de temps pour opérer à la bascule vers l'électrique. Donc effectivement, et puis même on voit bien que les nombres de ventes quand même en France qu'ils ont sont quand même super élevés. Surtout que globalement leur mix d'hybride il est quand même très important en Europe, à minima en France. Donc effectivement, pour l'instant, il faut bien qu'ils continuent cette stratégie en attendant d'avoir une gamme qui va permettre de remplacer ces éléments-là. Et effectivement, je suis assez d'accord aussi sur la vision des prix. Tout à l'heure, quand on évoquait le sujet de la course à l'autonomie, on a parlé qu'effectivement, pour stocker plus d'énergie, il va falloir des batteries plus grosses. Et ça, effectivement, aujourd'hui, les utilisateurs particuliers n'auront pas la capacité de tous acheter des batteries à 1000 km d'autonomie. C'est ça. Donc, mais moi, là-dessus, je voudrais rajouter...
il n'y a pas que le solide. En fait, aujourd'hui, pour répondre à la problématique du prix, il y a la technologie des batteries LFP. Ouais. Une LFP, ça coûte quand même 20% de moins. Et aujourd'hui, si on regarde en fait le segment moyen en fait en Europe, celui qui est desservi justement par Stellantis et Renault, la meilleure solution en fait, c'est pas d'aller sur du lithium-ion, c'est d'aller sur du LFP. Et d'ailleurs, les voitures chinoises qui arrivent, elles sont LFP. LFP, ça va représenter probablement à 2030 en fait quelque chose comme 30 à 40% du marché. Ouais. Donc en fait, ça c'est une réponse au prix. Mais après, avec du LFP, vous n'avez pas 1500 km d'autonomie. Ça, vous restez sur des applications citadines, etc. Mais ça vous donne des voitures abordables de l'ordre de 20 000 euros, quoi. Ouais. 20 000 un peu en dessous. Donc ça, c'est très bien. Pour pouvoir adresser différentes cibles, évidemment. Et Toyota peut très bien le faire. Et peut-être que là aussi, ce que vous disiez, l'hybride peut aussi être un atout, parce que parfois on peut se dire, on pouvait le voir comme presque un défaut pour eux, avec ce passage vers le 100% électrique, d'être le spécialiste de l'hybride qui sera peut-être plus la techno de demain. Ça peut être pour l'instant un atout, avec cet aspect de test dont vous parliez, et puis d'arriver à implanter différents types de batteries. Ah, bah oui, moi je vais le répéter, l'hybride, c'est pas la meilleure solution. C'est-à-dire qu'on embarque un moteur, c'est lourd, et ensuite on embarque une batterie, c'est 2 fois plus lourd. Alors, en fait, on a les deux mots, quoi. Mais ça vous permet de tester gentiment, en fait, toutes les conditions pour avoir, en fait, les meilleurs équilibrages sur la batterie, les décharges, l'utilisation, en fait, des moteurs, etc. Donc, une fois que vous avez mis ça sur la route et que vous l'avez étudié pendant 20 ans, vous êtes à peu près assuré que ce que vous allez proposer est très robuste. Et c'est la stratégie de Toyota. Et avec une technologie qui peut donc s'adapter, vous le disiez, pour une citadine, on ne va pas mettre la même batterie que pour la grosse berline ou le SUV. Donc on réduit la taille, mais on adapte un petit peu la densité et l'énergie. C'est la stratégie un peu là pour le coup de tous les constructeurs. Oui, c'est ça, exactement. Je pense que chacun fera son mix batterie, on va dire, avec tout. En plus, c'est un écosystème. Il y a des logiques de partenariat avec des fabricants de batteries solides, des fabricants de batteries lithium, des fabricants NMC, les LFP, enfin bref. Oui, typiquement Toyota, Renault dans le nord de la France a plusieurs technologies de batteries. D'ailleurs, il y a une usine taïwanaise qui a annoncé justement aller Prologium. Sur place. Ouais. Effectivement, donc ça fera partie aussi des options pour un constructeur comme Renault. Disons peut-être aussi un petit mot parlons un petit peu d'hydrogène, parce que Toyota aussi, même si ce n'est pas des gros volumes, ils ont toujours été présents sur l'hydrogène. Jordan Dibby, est-ce que c'est quelque chose qu'ils vont forcément continuer, ou est-ce qu'ils vont se dire que c'est sympathique d'avoir quelques mirailles, mais que c'est peut-être pas suffisant pour en faire un succès Aujourd'hui, en tout cas, en France, le marché, le réel marché sur lequel les acteurs s'engagent dans les énergies d'hydrogène, ça va être surtout la mobilité lourde et les usages industriels. C'est ça. C'est vrai que Toyota et quelques autres acteurs se sont positionnés sur du véhicule particulier alimenté par des piles à combustion hydrogène, mais ça reste quand même minoritaire. Ouais. Par contre, effectivement, par exemple au Japon, il y a un peu plus de volonté à développer ce type d'énergie pour le véhicule particulier, aussi d'où le fait qu'ils offrent des solutions sur ces points-là. Maintenant, effectivement, en France, il va falloir voir comment ça évolue, quelles sont les tendances qui vont être prises, sachant qu'il y a quand même déjà pas mal de ressources qui sont prises pour en déployer des capacités de recharge partout sur le territoire, déployer une énième énergie et des stations de recharge un peu partout, ça demande du temps, une vraie stratégie pour se faire. Eric Espérance, l'hydrogène, c'est plus pour le marché japonais, ou est-ce qu'on peut l'imaginer quand même? Qu'est-ce que vous en dites? Pour moi, l'hydrogène, on ne va pas parler avant 2040. Pour les voitures comme ça, des particuliers, Aujourd'hui, un stack depuis la combustible, ça coûte extrêmement cher. Donc, déjà, on est en train de se creuser la tête pour savoir comment est-ce qu'on fait des batteries. Dès que vous êtes passé sur le stack, sur la fuel cell, déjà, on est sur des ordres de prix. Donc, par contre, de se dire qu'en fait, c'est après l'électrique, ça c'est tout à fait logique. Et en fait, si vous regardez bien une voiture hydrogène, en fait, à part la batterie,
tout le reste, en fait, c'est comme une voiture électrique. Le moteur, les ondulaires, etc., les inverteurs, c'est exactement la même chose. Est-ce que là aussi, Toyota peut profiter de son, de son avance? Tout ça, en fait, c'est tout à fait logique. Donc, si vous dites... Après, est-ce que l'hydrogène va arriver sur voiture, sur passenger car? Pas tout de suite, parce que deux raisons. La première, d'abord parce que c'est cher, mais la deuxième, c'est qu'une fois que vous avez investi en fait, pour avoir des voitures électriques, généralement, vous ne construisez pas une usine pour 2 ans. Quoi. Vous êtes parti pour y aller pour 20-30 ans. Quoi. Donc, en fait, il va bien se passer ce moment-là. Et l'hydrogène, lui, il fait du sens, en fait, plutôt sur du camion, parce que là, embarquer une batterie, là on ne parle pas de 150 kWh. Donc, du coup, on ne peut pas. Il vaut mieux embarquer de l'hydrogène, et là, on a du long range. Ou alors, en fait, des bus dans la ville, ou je sais pas. Ça, c'est plus les pas pour la voiture. La voiture, ça ne fait pas beaucoup de sens. Oui, à ce stade, effectivement, quelques flottes de taxis, et encore, c'est... Taxis, véhicules utilitaires, des choses comme ça. Voilà, effectivement. Avec des usages bien précis. Sur la stratégie, vous parliez d'investissement, Éric Espérance. Toyota, en termes d'investissement sur l'électrique, là aussi, ils affichent des ambitions à peu près similaires aux autres constructeurs, ou est-ce qu'ils se démarquent un petit peu sur leurs objectifs, avec encore une fois cette idée de se dire, voilà, il faut qu'on garde de l'hybride, donc on ne met pas tout. Typiquement, on peut dire Volkswagen, eux, c'est parti, c'est full électrique, il n'y a pas de choix. Toyota, il y a encore un petit entre-deux, ou est-ce que vous pensez qu'ils arrivent à vraiment... mettre le paquet sur l'électrique? En tout cas, ce qu'ils ont annoncé, c'est qu'ils voulaient mettre le paquet avec la batterie solide. Ouais. Mais c'est vrai que ça... la bourse a plutôt bien réagi, parce que tout le monde se posait des questions, parce que ça faisait quand même plusieurs années qu'on ne les voyait pas, ils n'avaient toujours pas de véhicule full électrique. Donc on sent que ils voient bien que le marché change. À un moment, le thermique, quand même, il est sur une phase déclinante. Alors, quand on parlait des marchés où l'électrique ne sera pas en pointe, certes, mais... Est-ce que c'est la vocation de Toyota de rester sur des marchés finalement à faible valeur ajoutée? C'est pas sûr, je pense. Donc l'investissement, il est là. Il est effectivement sur une technologie de batterie solide. Après, il y a aussi beaucoup de partenariats. Là, ils en ont parlé avec des fabricants de batteries, très actuels, pour commencer à sortir des voitures, un line-up qui sera à peu près au niveau de la concurrence dans 2-3 ans. Ils l'ont annoncé aussi. Donc, il y a ces deux étapes. On utilise les technologies actuelles avec les partenaires. On n'a pas d'avance technologique. Et puis, il y a effectivement 2028, l'industrialisation de la batterie solide, avec effectivement la capacité de fabriquer à moindre coût, avec la garantie de fiabilité. Et là, Toyota se repositionnera sur ce qui fait sa force, c'est la fiabilité, des véhicules mass market, mondiaux. Ouais. C'est ce qu'on va suivre avec intérêt sur Mobility TV, évidemment. Merci à tous les trois pour votre expertise. Merci d'être venus sur ce plateau. Et on se retrouve très bientôt donc sur Mobility TV. Merci.